Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le samedi 27 septembre 2025 et au programme de ce 434e épisode, j'ai décidé de revenir sur une alerte critique de la CISA qui émet la directive d'urgence ED 2503 pour la compromission des équipements Cisco de la famille ASA. Vous retrouverez l'ensemble des sources utilisées dans la description de l'épisode ainsi que sur le site web de radiocessort.org. J'ai quand même passé la journée à préparer l'épisode. Ce fut dur sur le fait qu'il y avait énormément d'informations et un très bon niveau. Donc il a fallu faire un petit peu de tri. J'espère que ça vous plaira. L'agence américaine, la CISA, a publié ce 25 septembre 2025 la directive d'urgence ED 2503, ordonnant aux agences fédérales américaines d'identifier et d'atténuer immédiatement les compromissions potentielles des dispositifs Cisco ASA et Firepower. Cette directive fait suite à la découverte d'une campagne sophistiquée d'acteurs étatiques exploitant deux vulnérabilités 0-day, la CVE 2025-20333 et la CVE 2025-20362, pour déployer des malwares avancés, connus sous les noms de Ray Initiator et Line Viper, capables de persister après redémarrage et mise à jour du firmware. Les agences fédérales avaient jusqu'au 26 septembre 2025, 23h59 pour appliquer les correctifs Cisco, collecter les données forensiques et déconnecter les dispositifs en fin de support. Alors cette directive, bien que ciblant les agences fédérales, constitue un signal d'alarme pour toutes les entreprises utilisant ces équipements critiques. Quand on regarde la nature de la menace, on constate que cette campagne a permis de découvrir deux vulnérabilités 0-day critiques dans les logiciels Cisco Secure Firewall ASA et les Firepower Threat Defenses. La CVE 2025-20333 permet l'exécution de codes à distance aux attaquants authentifiés, tandis que la CVE 2025-20362 autorise l'accès non authentifié aux endpoints URL restreints. Et lorsqu'on chaîne ces deux vulnérabilités, c'est la grande tendance de 2025. On va chaîner des vulnérabilités. Elles vont permettre aux attaquants d'obtenir un contrôle total des dispositifs non corrigés. Et ce qui a surpris les experts, ainsi que dans tous les rapports que j'ai pu lire des différentes agences gouvernementales, qu'elles soient américaines ou britanniques, c'est que l'acteur de menace derrière ces attaques, ces exploits, démontre une expertise technique très exceptionnelle par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. En manipulant la mémoire ROM, le Read-Only Memory, des dispositifs ASA, ça leur permet la persistance même après un redémarrage et mise à jour du système. Cette capacité, documentée dès 2024, représente une évolution significative, pour ne pas dire majeure, des techniques d'attaque contre des infrastructures réseau critiques. Alors si on rentre dans le détail, c'est quoi les dispositifs et les systèmes ciblés ? Alors la directive de la CISA s'est orientée par rapport à tout ce qui est matériel ASA Service Module, les ASA Virtual, les firmware ASA et les Firepower 2100, 4100 et 9003. Toutes les appliances Cisco Firepower Threat Defense, les fameux FTD, sont impactées, et particulièrement les modèles ASA 5500-X sans technologie Secure Boot. Ces dispositifs ASA 5500-X constituent une cible privilégiée car ils ne disposent pas de vérification de cryptographie du logiciel de démarrage précoce. Incroyable. Beaucoup de ces modèles atteignent la fin de support le 30 septembre 2025 ou le 31 août 2026, augmentant leur vulnérabilité, et c'est un véritable effet d'aubaine pour les attaquants. Si on regarde l'analyse des malwares Ray Initiator et Line Viper derrière ces menaces, le NCSC, le National Cyber Security Center britannique, a publié une analyse extrêmement détaillée, révélant l'utilisation des deux malwares. Ray Initiator, c'est un bootkit Grob qui est multi-étape, flashé sur les dispositifs compromis. Il survit au redémarrage et aux mises à jour du firmware, démontrant une persistance exceptionnelle. Ce bootkit installe un gestionnaire dans le binaire légitime Lina pour exécuter Line Viper. Alors quand on arrive sur Line Viper, lui constitue un chargeur de shellcode en mode utilisateur aux capacités étendues. Il va permettre d'exécuter des commandes CLI avec un privilège de niveau 15, des captures de paquets dissimulés, que ce soit des paquets Radius, LDAP, TACAX, contournant l'authentification VPN AAA pour les dispositifs des attaquants, suppression de messages syslog spécifiques, collecte des commandes CLI utilisateurs et redémarrage forcé différé. Et quand on se promet sur un point de vue sur les actions et les échéances critiques associées à cette directive, on voit qu'avant le 26 septembre, il y avait identifié tous les dispositifs Cisco ASA et Firepower sur les réseaux. Jusque-là, c'est la connaissance de son parc, on est sur la base. Après, c'était d'exécuter les procédures de la CISA, de collecte forensique. Il y avait un core dump et des hunt instructions. Appliquer les correctifs Cisco les plus récents. Donc,
Là, vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas au patch au Cisco. Mais surtout, déconnecter définitivement les dispositifs atteignant la fin de support le 30 septembre 2025. Et ils ont une autre injonction dans cette directive, c'est qu'avant le 2 octobre 2025, ils doivent soumettre à l'agence un inventaire complet avec le détail des actions entreprises et ainsi que les résultats forensiques, transmettre les fichiers Cordimp via le portail Malware Next Generation, le fameux MNG de la CISA. Mais si on continue sur ces procédures de forensique extrêmement spécialisées et très dirigistes, la CISA a publié des instructions supplémentaires critiques pour la collecte d'artefacts forensiques. Des procédures doivent être suivies exactement car toute déviation peut déclencher des mesures antiforensiques de l'acteur de la menace, détruisant les preuves et perturbant les enquêtes. Donc concrètement, quand les équipes vont intervenir sur les équipements ASA, il faut savoir que les attaquants peuvent déceler les commandes forensiques. Alors les commandes clés vont inclure la vérification des check-apps, la collecte de Cordimp et la recherche de signatures d'implants spécifiques. Un indicateur critique de compromission, un fameux IOC, est le redémarrage immédiat du dispositif lors d'une tentative de génération de Cordimp. Alors c'est une véritable nécessité d'impliquer le secteur privé d'après la CISA, parce que cette directive, elle cible effectivement les agences américaines fédérales, on peut se dire « ouais, je ne suis pas concerné ». Mais la CISA encourage fortement toutes les organisations publiques et privées à appliquer ces mêmes mesures, quel que soit le pays. Les acteurs de menaces sophistiquées ne se limitent pas à leur activité au secteur gouvernemental, et l'exploitation de ces vulnérabilités constitue un risque systémique pour l'infrastructure critique nationale et internationale. Il faut bien savoir que les attaquants, si ça fonctionne aux États-Unis, ils vont essayer au Mexique, ils vont essayer au Canada, ils vont essayer en Europe, et ça tombera chez nous. Alors il y a des mesures d'atténuation qui ont été mises à disposition. Alors c'est très basique, mais ça marche plutôt bien. La première, c'est appliquer les correctifs de sécurité Cisco pour la CVE 2025 20333 et la CVE 2025 20362. Surveiller étroitement les journaux de firewall pour des connexions avec des privilèges d'administration inhabituels. Implémenter la segmentation réseau pour limiter l'impact d'une compromission. Planifier le remplacement des dispositifs en fin de vie, c'est ça le plus dur. C'est quand on a des budgets serrés, qu'on arrive en fin d'année, oui, il faut remplacer les équipements. Ce legacy est important. Signaler toute preuve de compromission aux autorités de cybersécurité nationale. En France, c'est auprès de l'agence de l'ANSSI qu'il faut le faire. Le CERTFR est ouvert 24/7. Vous avez détecté quelque chose, il ne faut pas hésiter à les contacter. Voilà, je vous mets toutes les sources que j'ai utilisées pour cet épisode. J'ai utilisé plus d'une vingtaine de sources. Le rapport du NCSC sur les deux malwares, c'est bon niveau. C'est plutôt pas mal. Il y a un truc qui est très intéressant sur le site de la CISA que je partage avec vous. Ils ont mis des playbooks. Mais des playbooks, mais à un bon niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir si les gens se sont connectés, etc. Vous avez à chaque fois les références. C'est super bien documenté. C'est vraiment un travail très qualitatif qui est plutôt rare. En tout cas, bravo à la CISA d'avoir partagé ainsi qu'au NCSC. Et voilà, cet épisode du samedi 27 septembre touche à sa fin. Je n'ai fait qu'un seul focus sur l'article de Cisco. J'espère qu'il vous apportera quand même des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas au patch. On se retrouve demain dimanche pour un nouvel épisode. J'ai oublié de vous parler que la newsletter numéro 30, la 30e newsletter est sortie. J'ai repris un peu la trame de l'épisode 430 concernant quand vous souhaitez être embauché dans une équipe de cybersécurité, vous démarrez votre carrière, vous êtes en reconversion. Si ça vous intéresse, je vous laisse consulter la newsletter. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez-en, il va faire beau. Au revoir.